Moi, j'ai éteint mon cellulaire et comme vous l'avez remarqué, nous avons changé un peu de settings pour que nous puissions regarder tous notre ami Jean-Louis Mainguy. Laissez-moi vous dire d'abord que je suis très heureux que Madame Lara Hafez soit parmi nous et qu'elle sache à quel point nous regrettons vraiment de tout cœur que Tony ait été rappelé à Dieu de manière absolument imprévue et à cause de cette pandémie. Vraiment, nous étions en milieu de penser qu'une pareille chose pouvait arriver à l'un d'entre nous. N'est-ce pas qu'on dit que ça n'arrive qu'aux autres? En tout cas, merci d'être venu. Comme vous l'avez remarqué, nous avons espacé un peu des sièges. Nous n'avons pas lancé des invitations inutiles. Chacun parmi vous compte. Et je suis très heureux que ce soit sous l'égide de Jean-Louis Mainguy. Je voudrais vous dire 2 ou 3 choses pour introduire cette rencontre. D'abord, il y a tellement de choses à dire lorsqu'il faut penser à Jean-Louis Mainguy qu'on a l'embarras du choix. J'ai envie de commencer par vous dire que c'est la rencontre de l'imagination combleuse de vide, comme disait la grande philosophe Simone Veil. Jean-Louis Mainguy a cet immense talent de savoir imaginer, mais surtout aussi de donner un corps à ce qu'il imagine, à le rendre palpable, à le rendre visible, à nous séduire. En définitive, c'est un séducteur. C'est un homme d'une incroyable puissance de séduction, d'une imagination débordante et d'un talent qui fait beaucoup d'envieux, dont je suis. Mais pour ma part, je crois pouvoir dire que j'ai eu une petite portion de cette affection.
Parce que je connais Jean-Louis Mainguy du temps où nous étions beaucoup plus jeunes. Il y a 45 ans, 46 ans. Jean-Louis Mainguy, à l'époque, Jean-Louis Mainguy, entre nous soit dit, est plus libanais que les plus libanais d'entre nous. C'est un homme qui a des racines profondes dans cette terre. Son sang est à l'image des cèdres du Liban. Il est profondément enraciné. Il a une résilience extraordinaire. Il continue de vivre au jour le jour comme nous tous, et il sait que malgré toutes les douleurs que nous ressentons, le drame de l'explosion du port, toutes les vicissitudes de notre vie quotidienne, la pandémie, le désarroi dans lequel nous sommes plongés depuis 2 ou 3 années sur le plan monétaire, financier, économique, sécuritaire, tout cela, malgré tout cela, Jean-Louis Mainguy conduit une barque. Il conduit un voilier aux couleurs du Liban. Le Liban que j'aime, c'est le thème qu'a choisi Jean-Louis pour nous entretenir aujourd'hui. Je vous disais, je connais Jean-Louis depuis 45 ans. Ce que vous ne savez pas, c'est que lui et moi, nous avons inventé ce que actuellement nous appelons les talk shows. À l'époque, il y avait la voix du Liban. Il n'y avait que la voix du Liban pour dire ce que nous pensons du Liban que nous aimons. Et il n'y avait pas d'émission en langue française. Tous les journalistes étaient à l'hôtel Commodore. Les journalistes parlaient anglais. Ils écoutaient les Palestiniens. Ils ne savaient pas qu'il y avait aussi d'autres voix que la leur et que l'anglais qu'ils pratiquent si bien. Alors Jean-Louis Mainguy a eu cette idée géniale, c'est de créer une émission hebdomadaire qui s'intitulait « Le point de la situation ». Cette émission durait 1 heure. Mon cher Jean-Louis, j'ai conservé les bandes magnétiques de toutes ces émissions. Ce sont de grands rouleaux comme ça. Je les ai mis sur DVD, sur CD, sur des CD. Et un jour ou l'autre, je devrais me faire l'idée de t'en faire une copie. Parce que finalement, tu en es un peu l'auteur intellectuel. Pendant cette heure hebdomadaire, Jean-Louis faisait le tour du Liban, le tour du monde arabe. Et nous avions à cœur de donner de l'espoir. Aujourd'hui, je suis sûr que Jean-Louis, à cœur, il veut, il désire donner de l'espoir, envers et contre tout. Merci Jean-Louis d'être venu. Merci à vous tous. Arrête. Merci, cher Brahim, pour cette introduction qui m'émeut énormément, parce que, effectivement, tu es revenu sur un épisode assez extraordinaire de notre amitié, l'amitié naissante qui fait partie d'ailleurs de mon témoignage d'aujourd'hui, et qui est pour moi une très grande respiration dans ce temps de guerre que nous avons vécu à l'époque. Tout comme aujourd'hui, les respirations que nous pouvons encore avoir font partie de cette grande, je dirais, audace que nous devrions chacun d'entre nous avoir pour pouvoir aller au-delà de ce que nous sommes en train de vivre.
Parce qu'il faut beaucoup d'audace. Et là, ce n'est pas ce qui manque à certains d'entre nous, mais c'est le fait que quelquefois cette audace est simplement mise en... non plus en ombre, mais je dirais qu'elle n'est plus autant en lumière qu'elle devrait être. Et je voudrais, à travers ce témoignage que tu m'as demandé de faire, mon cher Brahim, justement rendre hommage à tout ce qui, tout au long de ces années, puisque j'ai maintenant 67 ans, c'est une date importante dans ma vie. Je pense que faire le point d'une certaine situation dans notre vie, à un moment ou à un autre, est aussi une chose bénéfique et salvatrice. Donc merci de donner ce grand avantage de partager ce point avec l'ensemble des amis qui sont pour beaucoup aussi les miens et que je voudrais accueillir très chaleureusement. Alors c'est un voyage dans le temps, dans l'espace amoureux, voyage qui m'a permis, comme je le disais à l'instant, de remettre en perspective l'origine du sentiment profond et sans doute radical d'amour que j'éprouve pour cette terre qu'est le Liban. Plutôt que de me poser la question du pourquoi de cet amour, y a-t-il d'ailleurs une réponse à ce pourquoi, puisqu'en amour, vouloir savoir pourquoi l'on aime, c'est déjà réduire cet amour à ce qu'il n'est plus. Me poser la question du combien j'aime, depuis combien de temps cet amour perdure. Ce sont des questions qui m'ont semblé aussi deux approches assez réductrices. Et donc, j'ai abandonné cette voie rationnelle pour me laisser porter par mon cœur et par ses souvenirs, de manière à ce que je puisse véritablement faire parler mon histoire, qui est assez banale, tout compte fait, mais qui a l'avantage d'être ce qu'elle est. Le Liban que j'aime est un cheminement dans le temps et dans la durée. Une expérience de vie et de mort, c'est une construction patiemment édifiée au gré des ans, au gré des sens, sans effort volontaire ou délibéré, mais avec une énergie intérieure qui ressemble à de la vraie plénitude. Une lumière douce et belle qui nous guide et prend soin de notre âme. Comme tout sentiment amoureux, véritable, il a nécessairement un commencement, une naissance. Il a un vécu. Et ce vécu est nécessairement quelque chose qui n'a pas de fin. Parce que comme tout sentiment amoureux, il y a bien un début. Mais comme tout sentiment véritable, il n'a jamais de fin. À moins que l'on ait bien sûr la violence d'y mettre soi-même volontairement et violemment un point final. Une rupture de soi-même, en quelque sorte, une amputation au sens physique et intellectuel du terme, une sorte de mort intérieure, un divorce d'avec soi-même, un suicide duquel on ne se remet jamais. L'amour est un flux éternel qui nous dépasse, qui nous élève. Voilà pourquoi je me suis toujours étonné de l'emploi du verbe tomber, pour tomber amoureux, bien sûr, qui veut que l'amour soit plutôt une chute qu'un élan ou qu'une transcendance. J'aurais pour ma part choisi l'expression rentrer en amour, comme on rentre dans un océan, comme on rentre dans une carrière ou en religion, comme on se perd dans une vocation. Et nous connaissons tous ces lignes du prophète de Gébran qui parle de l'amour, qui disent « Quand l'amour vous appelle, suivez-le, et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste vos jardins, car comme l'amour vous couronne, de même, il vous crucifie. Tels des gerbes de blé, il vous rassemble en lui-même. Il vous herse pour vous mettre à nu. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Et alors, il vous assigne à son feu sacré
afin que vous deveniez pain sacré pour le festin sacré de Dieu. Devenir pain sacré pour le festin sacré de Dieu, cette communion à la terre qui nous couronne et qui nous crucifie, qui nous herse comme un champ érasé avant qu'il ne soit à nouveau labouré et semé, et cette mise à nu, cette terre du Liban qui nous broie jusqu'à la blancheur et qui nous donne à pleine main du pur bonheur, c'est de cette terre que je vais tenter de vous parler aujourd'hui. Le Liban que j'aime, tout un programme. Le Liban que j'aime commence donc un 11 octobre de l'année 1953, au soir, c'est-à-dire à 10h ou 22h. Il commence au numéro 47 de la rue Rochet de Dahdah, dans le quartier, pas loin, dans ce quartier-ci, le quartier de Yessoaï, à l'emcroisement de la rue Monod. C'est là que je vais découvrir les secrets de la vie et bien sûr, plus tard aussi, les secrets de la mort. Le Liban que j'aime est celui d'une ancienne maison libanaise, inscrite dans un quartier du Vieux-Beyrouth, où chaque maison avait son jardin. Là, vous voyez ce que cette maison est devenue. Son univers clos et protecteur, des plafonds, bien sûr, de plus de 4 mètres, faits de poutres apparentes, un peu comme dans celle-ci de maison, ces poutres qui étaient dans les corridors et puis dans les chambres, et de stucs et de frises de bois peint pour les espaces de réception. Les 3 arcades du salon ouvraient sur un balcon, et ce balcon donnait sur la rue Rochet de Dahdah. Alors, une petite parenthèse, parce qu'elle est importante. Le comte Joseph Rochet de Dahdah est né en 1813. Il meurt à 76 ans, en 1889. Il est issu d'une très ancienne famille maronite libanaise, originelle de Hakoura, et il a été le secrétaire de l'émir Béchir Chehab II. Il a été un des principaux promoteurs immobiliers de la station balnéaire de Dinard, à partir de 1870, au nord de la Bretagne, où il s'est associé avec Charles-Auguste du Morny, demi-frère de l'empereur Napoléon III. Chef de Dahdah a été élevé à la dignité de comte palatin par le pape Pie IX en 1863, titre de noblesse confirmé par les autorités impériales françaises 4 ans plus tard, en 1867, l'intégrant ainsi à la noblesse française de l'Empire, ce qui est un fait assez rare. C'est pourquoi je me permets justement de le mentionner. De cette rue, et je ferme la parenthèse, de cette rue me parvenaient les premiers bruits, les premiers sons que je découvrais. Le premier chant de l'aube était celui du muezzin. Et je voudrais ici me réveiller à toute cette réalité que j'avais en face de moi. Celle du muezzin qui gravissait l'ancien minaret de la mosquée Beydoun, à quelques rues de la nôtre, pour le Adhan, l'appel à la prière du matin. C'était une voix douce, portée par le vent, qui parvenait par intermittence à travers les volets clos de ma chambre. Et bien sûr, ce minaret n'existe plus aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce minaret fait partie du paysage et juste à l'arrière-plan, nous avons effectivement la Vierge, qui est celle de Nasr et celle tout simplement des sœurs, avec le couvent des sœurs de Nazareth que nous avons juste en arrière-plan. Avant, bien sûr, que ce minaret ne soit pris par la modernité et ne dénature la poésie et la spiritualité de ce moment, ce n'est pas seulement l'architecture, mais c'est aussi, malheureusement, aussi la technologie qui a remplacé cette voie extraordinaire. Les premiers bruits de la ville remontaient de la rue, les marchands des 4 saisons se succédaient avec leurs formules, vantant leurs marchandises, Sabel Bebo Yahya, bien sûr, Kak, Razl el-Banat, et j'en passe. Les cloches, les 3 églises voisines devaient sonner, chacune pour annoncer sa messe du matin,
Et bien sûr, Saint-Sauveur était immédiatement, ainsi que Saïdet le Bchara, dont les cloches étaient un tout petit peu différentes. Et Saint-Antoine le Grand, qui lui aussi avait un autre carillon. Voilà, ça c'est celui de Saint-Antoine le Grand. Une fois par semaine, bien sûr, le vendeur de fioul pour les primus de nos cuisines conduisait sa citerne tirée par un vieux cheval dont les sabots claquaient sur le macadam. Un hennissement ponctuait le cri du vendeur, case yakaz, disait-il, et le son strident de son klaxon fusait. Et c'est un son, effectivement, que je n'ai pas retrouvé complètement, mais qui existe encore. Je vous le parle. Mais il était beaucoup plus ample. Une fois par mois, les tameurs, c'est-à-dire le maillet, tout simplement, avec ses bruits de casserole, réveillaient la torpeur du quartier. Et à la fin de l'hiver et au premier beau jour, les batteurs de tapis apparaissaient dans un bruit d'osier frappé qu'ils tiraient bien sûr de leur tapette battoir en rotin tressé. Une odeur de poussière, de shilshil halewi, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un tout petit peu cet antiseptique, et de naphtaline les précédait. La maison allait changer de peau et de saison. Mais dès les premiers jours d'été, le mnajit apparaissait pour remettre le volume au coton de nos matelas et de nos édredons. J'ai oublié peut-être quelqu'un, oui, effectivement, le voyager. Le voyager, à la fin d'une semaine écoulée, à salir nos bottes, nos chaussures, qu'il allait restaurer d'un geste dextre dans une odeur de cire et d'encaustique, accompagnée d'une mélodie marmonnée entre le torchon enroulé autour de l'index et du majeur réunis et la boîte de métal qui contenait la précieuse cire de couleur. Dès mes premiers pas, le jardin me faisait découvrir les saisons et leurs parfums. À côté du jardin du bassin central, un hibiscus en fleurs annonçait le printemps. Ma mère en cueillait les fleurs qu'elle faisait sécher au soleil sur un tapis de paille tressée pour qu'à l'occasion, une infusion puisse être préparée chaude en hiver, bien frappée en été. C'était le carcade, oseille de Guinée ou l'hibiscus sapharina qui apportait tous ses bienfaits à celles et ceux qui souffraient de tension artérielle. On devrait le remettre au goût du jour. Dans le fond du jardin, un buisson dense fleurissait avant de donner des joints ses fruits, des baies blanches, le humbles ou Symphoricarpos albus, fruit de la symphorine. Et je peux vous assurer que la première fois que j'en ai mangé, comme c'est un fruit qui a un goût très particulier, eh bien j'en ai gardé jusqu'à ce jour encore le goût au fond de mon palais. Au plus profond, mitoyen de la clôture des voisins, avait grandi un prunier sauvage qui donnait de merveilleux petits fruits de couleur grenat pour la peau et d'un vert tendre pour la chair. C'étaient les aracias, qui étaient aussi bonnes qu'elles étaient rares. C'était un petit arbuste et il y avait juste de quoi se prendre tout le plaisir qu'on pouvait. La grille de fer forgé qui protégeait la rue Monod avait été envahie par un jasmin, un beau jasmin de Beyrouth, généreux, au parfum totalement inégalé. Dans le petit jardin de la vieille maison où mon père et ma mère abritaient le trésor d'une fille exemplaire, se trouvait constellé d'astres frais un jasmin, nous dit Charles Cohn. Tous deux, soir et matin, l'arrosaient, le soignaient. Et leur seule querelle, c'était que le premier cueillerait la fleur frêle pour l'offrir au second d'un beau geste enfantin. Et le long des saisons, le jasmin pourvoyait pour décorer leur cierge l'église du quartier et l'autel de la Vierge qui protégeait la paix de la Sainte Maison. Ma sœur, en grandissant, composait des colliers de sa première idylle avec les 1000 fleurs peureuses et fragiles que prodiguait sans fin le buisson innocent. Tant de fois leur senteur allait à nos amis et ravissait leurs femmes, que mes parents semblaient n'exprimer plus leur âme qu'à travers les blancs bouquets de ce jasmin en fleurs. L'arbrisseau généreux, comme leur noble cœur, semblait inépuisable. J'aime ce jasmin que nous offre Charles Cohn dans La montagne parfumée de janvier 1940. Un peu plus tôt, dans la saison, fleurissaient aussi en grappe les rosiers de Damas, éphémères et fragiles, mais au parfum inégalé. Les pétales séchés venaient s'ajouter au bâton de cannelle
à la badiane étoilée pour parfumer avec la lavande nos tiroirs et notre penderie. Près du Margoussier centenaire, ou Zlarte en béroutin, l'île de Perse pour les intimes, foisonnait un géranium, mais avant le géranium, il faut voir le fruit de ce Margoussier, foisonnait un géranium généreux et odorant, dont les fleurs décoraient certaines salades et que les feuilles capiteuses servaient à parfumer le thé du soir. C'était bien sûr l'entrée. Autour du bassin fleurissait dans un pot en terre cuite un jasmin d'Arabie, ou jasmin sans bac, plus connu sous le nom de feuille. Et ce jardin de mon enfance n'aurait pas été complet sans la présence, à côté de l'escalier, des pots de haba, qui parfumaient nos mains chaque fois qu'on les caressait, et nos plats, bien sûr, chaque fois qu'on les y intégrait. Dans ce paradis unique de verdure et de fleurs, l'eau chantait dans le bassin que quelques poissons rouges avaient colonisé, le coq rythmait les premières heures de la journée, et les poules généreuses nous offraient les œufs frais dont le jaune servait au lait de poule, cette recette remède anti-fatigue de nos grands-mères à base de lait frais que le laitier déposait tous les matins devant la porte, d'un jaune d'œuf et d'épices, et plus tard bien sûr d'une bonne dose d'alcool brun. La basse-cour variait selon les années. Au poulailler s'est ajoutée une cage à lapins qui ont très vite envahi le quartier en creusant des terriers entre les jardins mitoyens. Il a fallu y mettre rapidement un holà. C'était une véritable révolution. Un canard à col bleu s'est perdu au milieu de la verdure, qui avait été ramené d'un déjeuner de la Becca, près d'un plan d'eau à cascade. Pensionnaire d'une saison, il ne devait pas survivre à sa solitude. En fait, il a été renvoyé dans la Becca. Un pensionnaire éternel qui répondait au doux nom de Sissi, une tortue sans âge, faisait régulièrement son apparition d'une saison à l'autre. Il y avait même une guenon, Mickey, ramenée d'Irak par mon oncle, qui va passer 2 hivers avant d'être offerte à un visiteur tombé amoureux d'elle, heureusement d'elle. Fidèle au poste, Bella, notre chienne, border collie noir et blanc, faisait ma joie, avec Poussy, mon chat noir. Nous formions tous une grande famille. Mon père, ma mère, ma sœur, mes 2 tantes, les fleurs, les arbres, les plantes, les parfums, les bruits, les animaux, tout cet univers en autarcie, un microcosme dans lequel je pouvais évoluer dans la quiétude. D'autres univers passagers venaient s'ajouter à la matrice originelle. Le temps de la villégiature me faisait découvrir la montagne d'abord, Romana de l'été 1954, que nous avions rejoint avec la Ford pilote de mon oncle, découverte d'un autre univers, bien sûr, qui était celui des forêts de pins, avec bien sûr ce bruit reconnu entre tous, les cigales et les promenades en forêt. Après Bomana, dont je garde un souvenir impérissable, notamment la maison de Ré, que je découvrais déjà avec mon plus jeune âge, mon coup de cœur pour cette vieille maison noyée dans la verdure. Là, nous avons une peinture qui a été faite par Mrs. Dre. Donc, elle y avait mis et la couleur et l'amour qu'il fallait. Cette maison longeait une route secondaire qui deviendrait plus tard mon lieu de vie. J'y vis encore. L'été 1955, je découvrais Hamdoun, où une autre grande partie de la famille, oncle, tante et leurs alliés, avaient pris leur quartier d'été. L'été s'ouvrait à d'autres visages, celui de notre lavandière, qui nous rejoignait tous les vendredis pour la lessive de la semaine. Elle s'appelait Barza, avec un nom comme ça, on ne peut pas l'oublier. C'était un personnage qui avait vécu 1000 vies, elle emportait les stigmates. Tout comme toutes les femmes kurdes de l'époque, elle avait un arbre de vie qui était tatoué sur la peau. Il partait de son corsage et se terminait sur son menton, fripé de 1000 rides. Avant de mettre le linge à bouillir et sur le feu de bois, elle me racontait les pérégrinations de son peuple, dont une partie s'était réfugiée au Liban, fuyant la Turquie de Mustafa Kemal. Un peuple qui allait devenir, bien sûr, les tziganes d'un Moyen-Orient en pleine tourmente. Un chant, une mélopée accompagnait son histoire, un chant triste qui avait pour titre « Je dors, le cœur serré ». Figurez-vous que j'ai réussi à le retrouver.
Ce souvenir est à la fois plein de nostalgie, la couleur bleue. Évidemment, c'était une couleur omniprésente, le bleu profond de ce carré, de cette boule de bleu de méthylène, ce même bleu, bien sûr, qui avait été utilisé pour blanchir tout le linge, que je retrouvais, bien sûr, plus tard dans l'œuvre de Yves Klein. C'était ce même bleu qui servait à l'azurage du linge, comme nous le disons. Le pain marou, qui était cuit sur le sage chauffé au feu de bois près du perron de la maison, de temps en temps, dans l'après-midi du samedi, nous avions aussi une diseuse de Bonaventure qui faisait son apparition, Bassala Bajaj. Par temps de chaleur, je me réfugiais chez la Ifatabet, notre voisine, qui avait toujours pour moi de l'eau fraîche de la gargoulette en terre cuite, qui transpirait de fraîcheur et que je ne saurais jamais maîtriser, enfin j'ai tout de même à l'âge de 18 ans, en faisant beaucoup d'efforts, parce que sinon je m'en mettais partout. Une autre mélopée que je découvrais l'été suivant, de 1957, était celle d'une chanson d'Asmaan qui était gravée dans un 78 tours que mon oncle faisait jouer sur le vieux phonographe de notre maison de Hamad. Dakhalti marra al-Guinée. Et là, je vous propose effectivement, si jamais je peux, de prendre juste un petit extrait. Ma tante traduisait de l'arabe les paroles de ce chant qui m'envoûtait. C'était une histoire d'amour entre deux rossignols. C'était aussi une histoire d'amour déçu, une histoire aussi de trahison. Je découvrais qu'en amour aussi, on pouvait être déçu. C'était ma première découverte. Et même trahi, c'était ma deuxième découverte. Faisant un raccourci entre la chanson et cet autre jardin, un jardin mystérieux, c'était là le jardin de la propriété qui jouxtait la maison de Hamdoun et dont les grilles étaient restées closes pendant 2 années consécutives, s'ouvrait à la curiosité de l'enfant que j'étais. Nour el-Hoda, la star des années 40, était en disgrâce au Caire et avait décidé de prendre un temps de repos à Hamdoun. Nous avions donc une étoile, une célébrité pour voisine. Fascinée par son histoire, j'attendais son apparition comme dans un conte de fées. Alexandra Nicolas Badran, dite Nour el-Hoda, était évidemment une célèbre actrice et chanteuse libanaise qui avait fait sa carrière en Égypte. Elle y avait enregistré plus d'une centaine de chansons, joué dans plus d'une quarantaine de films. Elle avait même chanté en duo avec Farid Atrache devant le roi Farouk. Et on racontait qu'elle avait fui les avances un peu trop pressantes du monarque avant qu'il ne soit renversé en 1950. Nour el-Hoda, en exil dans sa patrie d'origine, avait dans son jardin un pan blanc, majestueux, qui faisait la roue pour le plus grand plaisir de mes yeux d'enfant, mais le pan était triste, triste et seul. Et dans l'imaginaire du jeune enfant, sa dulcinée l'avait quitté, comme dans la chanson d'Asmaan. Moi aussi, je rentrais dans le jardin du réel avec ce pan blanc. Le Liban que j'aime, ce sont toutes ces années d'enfance et de bonheur, à l'état pur que j'ai vécu, loin de toutes des illusions. Ce n'est pas un pays utopique dont je parle, c'est un endroit complexe et limpide, où le merveilleux côtoie le réel, sans pour autant l'altérer, sans le dénaturer, mais en lui donnant l'audace et la puissance de la différence, tout en lui gardant bien sûr sa part de rêve. Mais combien lentes étaient les années quand tu portais ta billet d'écolier, quand tu dormais chaque nuit sur ton enfance.
Georges Chéadé le disait en 1948. Nantes était effectivement ces années où s'installait en moi la foi. Une foi multiple et chamarrée qui évoquait là aussi, dans le triangle des différences, tout ce qui unit et rassemble. Saint-Sauveur, le bien-nommé, était la paroisse grecque catholique de ma mère. Saint-Joseph, le jésuite, dans le bas du triangle, était la paroisse latine de mon père. Saint-Antoine le Grand était la paroisse maronite de notre voisine Yvette Zarour. Et Notre-Dame de l'Annonciation, Seydet Bchara, était la paroisse orthodoxe de notre autre voisine, Asmabaz, qui avait un accent bien chez elle, elle était de Der Hama. Et, petite parenthèse, j'ai découvert que ce n'était pas du tout, en parlant de bonne cuisine libanaise, pour l'enfant que j'étais, j'avais une appréhension de pouvoir déjeuner chez nos voisins de Der Hama parce que j'avais l'impression que la kebbe était faite à partir de viande de lapin, kebbe arrondillée bien sûr, avec l'accent et puis un tout autre lapsus qui était aussi celui de la kebbe besseniye, qui était tout simplement faite à partir aussi dans mon imaginaire de viande de bessi, c'est-à-dire de chat, alors que le séni était bien sûr la manière bien de chez elle, de Der Kamar, de dire tout simplement que c'était bessaini. Ces lieux de culte étaient pour moi autant de repères temporels que d'évasion vers une spiritualité sans frontières. La passion du Christ et le chemin de croix étaient latins. Genèse et Massir était un moment de grande émotion. Il était orthodoxe ou maronite selon les années, avec les bouquets d'orte du géranium du jardin que nous composions pour accompagner le Christ descendu de sa croix. La Hajmi, qui préludait à l'aube du dimanche de Pâques, était pour moi grec catholique. Et devant les grandes portes fermées de Saint-Sauveur, que le prêtre frappait en disant, selon le psaume 23, « Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire ». Et de l'intérieur de l'église, quelqu'un questionnait « Qui donc est ce roi de gloire ?»« Man huwa malak al-majd » C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Et après avoir répété 3 fois le geste et l'interrogation, les 2 vantaux de la grande porte s'ouvraient et les grands lustres se balançaient de part en part, joyeux d'accueillir les vivants et le vivant des vivants. Ce cycle de la vie et de la mort, de la résurrection, apprenait d'année en année la mesure de l'homme, de sa chair, de sa finitude, face à l'éternité de l'impalpable et de l'esprit. Je prenais conscience de cette mesure du temps qui nous était comptée. Et les moments de douleur et de la passion, bien sûr, de la mort du Christ, n'étaient là que pour mieux nous séparer ou nous préparer à la souffrance et à la séparation et à l'absence des êtres chers que nous allions perdre un jour ou l'autre et dont nous allions pleurer l'absence malgré toute l'espérance que notre foi nous donne, dont notre foi nous arme, pourrais-je dire. Une sorte de répétition générale, en quelque sorte, avant que le réel ne nous assaille. J'allais bientôt vivre cette douleur dans ma chair par le décès de ma mère, et l'orgue de la cathédrale Saint-Louis des Français allait accompagner cette douleur pour la messe de Requiem, un moment qui va bouleverser mon existence très profondément. Le Liban que j'aime est celui de l'amitié dans l'épreuve, du soutien d'une famille à l'autre et de la solidarité d'alors. Cette famille présente dans l'épreuve a un visage et un nom. Thérèse Zarour, qui a été le soutien de l'enfant dans l'épreuve que je vivais. Beyrouth était un petit village où le quartier ne formait qu'une seule et unique famille, amicale, aimante, solidaire, autour des joies, autour des peines, autour des fêtes de Noël, et de Noël à Pâques, et de Pâques à la 15 août. Et le cycle recommençait. Bien sûr, les marmoules, le bain chaud, et bien d'autres partages
qui font partie aujourd'hui de nos souvenirs. Le lycée n'était pas loin de la maison, il fallait remonter à pied la rue Monod pour atteindre le portail d'entrée de l'école laïque française de Beyrouth. J'ai vécu mes premiers souvenirs d'ailleurs, c'est d'ailleurs composé d'une nouvelle famille que j'avais à découvrir. Et là, cette première photo qui est assez émouvante, puisqu'on retrouve Hadel Asrad, Jean-Marie Tasso, Jean-Jacques Suzeau, Fadia Habib, Claire Èvrebourg, Jean-Paul Dissou, Tony Massabni, Marwan Hariz, Joe Hamot, Ziad Nsouli, Christian Oubia, Marie-Josée Donato, Fawzi Ardada et Mona Maki, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous et qui fait partie de TV5 Europe. Et puis quelques années plus tard, ayant changé d'adresse, le Grand Lycée nous offrait d'autres espaces, avec cette fois Richard Millet, et oui, Richard Millet est passé par là, Jean-Paul Dissou, Mona Merhi, Hadel Asrad, Fadi Farra, Claire Èvrebourg à nouveau, Ziad Nsouli, Ahmad Mkarzi, Fadia Habib, Christian Oubia, Marwan Hariz, Michel Audiard, Marie-Josée Chidiac, Jean-Marie Tasso, Mona Maki, Jean-Jacques Suzeau, Serge Bustros. Cette nouvelle famille avec laquelle, quelques années plus tard, je devais former la première troupe de théâtre du lycée avec Georges Rosselin, qui a été bien sûr, qui n'est plus à présenter, qui a été l'un des grands patrons d'un très grand quotidien français, Patricia Lacombe, Étienne Cupélian, là aussi, qui fait partie du conservatoire de musique du Liban, Marie-Claude Saed, que certains d'entre vous aussi connaissent. Et sous l'égide de Jean-Claude Morin, l'Antigone de Jean Anouilh et la guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux verront le jour avec Rita Sayer, Goli Debs, Dominique Orsini, Jean-Pierre Barthes, Hélène Comte, Fouad Arouada, Émile Rabou, Charline Tao, Annie Baudou et tant d'autres. Le rhinocéros de Ionesco, quelques années plus tard, c'était déjà en 1974, un retour au lycée pour aider cette nouvelle génération qui continuait ce que j'avais initié avec Jean-Claude Morin quelques années plus tôt. Et bien sûr, dans le rôle titre, Violaine Prince, que vous avez ici à l'image. Autant d'expériences de l'espace scénique pour mieux forger la maîtrise du mot, du geste et de la lumière. Le théâtre est une grande partie de ma vie. Il m'a permis de dépasser ce que mon enfance avait souffert de séparation et d'absence, en sublimant les sentiments, en empruntant des personnages aux personnages, une réalité autre, en exorcisant en quelque sorte l'empreinte qu'il avait laissée au fond de moi, la soudaineté d'un départ. Et l'Antigone de Vénus Khoury, mise en scène par Berge Fazillan sur la scène du théâtre du Festival de Balbec en 1969, donnait un autre départ à une autre envergure, qui était celle bien sûr, de mon engagement dans le théâtre. Et après un an passé au CNSA, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris, je revenais vers Beyrouth pour une œuvre exutoire au théâtre expérimental de Mounir Aboudebs le 1er février 1972. Toute sa vie, Mounir Aboudebs a recherché l'absolu de l'être dans la profondeur de son entité, dans l'authenticité de son expression. Contre vents et marées, contre la pensée banalisée, Mounir a milité toute sa vie durant pour le Liban des rêves, celui des traditions et des spiritualités. Pour ce Liban qui se suffisait de si peu, qui se contentait d'humanité, de méditation, de contemplation, jusqu'à l'ascèse. Et cette ascèse ne pouvait être que face à l'épreuve la meilleure réponse. C'est ce Liban aussi que j'aime, celui de Mounir Aboudebs. Ce sont ces idées, cet engagement que j'épousais à mon tour à travers l'expérience théâtrale que je présentais dans son théâtre expérimental. Une autre œuvre théâtrale, ayant pour titre L'absence, Al-Riyad, était programmée pour le crépuscule du 22 juin 1975 à l'amphithéâtre romain de Byblos, mais la guerre, bien sûr, va en décider autrement. De 71 à 75, 4 années de collaboration avec Nazir Rapou, l'homme terrible de la vie, comme on l'appelait, pour une émission littéraire Liban Culture sur les ondes des émissions françaises de Radio Liban, plus tard ORTF ou INA. De nombreuses soirées poétiques à Dar El Fan avec Onsel Haj, Nadia Touaini, Flacker, Claire Jbeili, un florilège de poètes grecs contemporains, etc., etc. L'animation d'une émission hebdomadaire avec Marie-Thérèse Arbide et Simon Asmar sur les ondes de Radio Liban et la co-réalisation du magazine télévisé mensuel Au fil du temps de Linda Nougem, programmé sur le canal 9 de Télé Liban
pendant plus de 5 ans consécutifs me permettait d'acquérir une certaine expérience dans le domaine de l'audiovisuel, expérience que je mettais à profit dès 1976 à la Voix du Liban, en collaboration avec le docteur Antoine Sarra, qui avait la charge des émissions en langue française de la station. Je signais quant à moi des émissions hebdomadaires ayant pour titre Le Point, cela vous a été rappelé tout à l'heure, le point de la situation et de l'évolution de ce temps de guerre partagé avec Ibrahim Najjar, qui ne me contredira pas, puisqu'il l'a effectivement assuré tout à l'heure. Ces analyses étaient captivantes et capturées grâce à un instrument que l'on appelait Nagra, rescapé d'une radio sans âge, Radio Liban. Ces moments de synthèse régulière nous permettaient d'essayer de prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre une situation complexe et inédite, un moment de répit et de décryptage du quotidien qui était devenu pour nous un rendez-vous incontournable et si nécessaire à la santé de notre réflexion, si nécessaire surtout à notre amitié naissante. Une autre émission ayant pour titre Opinion me faisait rencontrer des personnalités de tous bords, d'est en ouest. C'est ainsi que j'ai pu capturer l'opinion de Saïf Slam, du président Kamil Chamoun, de Béchir Jmaïel, de Marcel Slim et de tant d'autres de la scène politique libanaise d'alors. Je devais quitter la Voix du Liban dès qu'elle s'était constituée en radio commerciale en 1978, puisque je n'y trouvais plus la force de conviction qui m'y avait engagé auparavant. Malgré la guerre, je poursuivais mes études d'architecture d'intérieur commencées à l'Alba en 1973, avant de repartir pour Paris pour poursuivre certains chantiers d'intérieur et un stage de fin d'études en design industriel que je devais y mener. De retour au Liban en 1980, je reprends mes activités scéniques avec la scénographie de 2 longs métrages, l'un de Berhan Alaouié, Beyrouth, la rencontre en 1981, et l'autre, Les Petites Guerres de Maroun Bardali en 1982. Et bien sûr, je m'installe dans la maison de mon rêve d'enfant à Bromana, à la Villa Drey où je vis depuis 40 ans, 41 ans très exactement. Les saisons se succèdent sans jamais se ressembler. Du jardin de mon enfance, j'ai recréé le bassin qui est rafraîchi par le bruit de l'eau, les journées trop chaudes de nos étés. La maison est noyée de verdure et des coussins profonds s'offrent à la quiétude du temps. Un amphithéâtre, bien sûr, s'est levé dans les degrés du jardin pour plus de cohérence avec mon amour de la scène et de la musique. On y partage les concerts de l'aube à partir de 4 heures du matin pour célébrer le soleil levant. Les saisons se succèdent et se succèdent les souvenirs d'un temps béni, un temps toujours alerte pour se défaire du temps et vivre l'essentiel loin de tout ce que le monde a de mondanité, proche de tout ce que le cœur nous dicte et nous fait partager. Les souvenirs me reviennent du temps de l'appel. J'avais 17 ans et de ma retraite du baccalauréat que je passais au couvent des sœurs Clarisses de Jersey, je découvrais une voix et le sens de la présence de Dieu dans ma vie. Cette voix exceptionnelle. C'est de cette chapelle créée par Jacques Ligier-Belair et faite de béton brut avec une acoustique extraordinaire que je découvrais pour la première fois le chant grégorien en latin, chanté par les moniales. Des voix venues d'un autre monde. Mais au-delà des voix, il y en avait une qui m'avait touché au plus profond de moi-même. J'ai d'abord eu du mal à l'identifier, mais c'était bien le trouble total de l'amour qui m'avait envahi. C'était une voix bien plus ample, bien plus intérieure, qui me proposait de la suivre. Cette rencontre, je pourrais la comparer à un moment de grande intensité, de grande gravité, un moment qui crée en nous un véritable cataclysme et qui crée aussi un avant et un après. Cet après a été ma vie depuis l'âge de 17 ans. Garder assez de distance pour apprécier l'intimité de la prière, assez de silence pour pouvoir apprécier la voix de l'être aimé. Et cette voix a toujours été au plus profond de mes déserts. Tu as posé sur moi ta main et elle ne s'est plus jamais retirée de mon cœur. Mon âme en conserve la trace. Quelques mois plus tôt, je m'étais perdu dans les anciens souks de Beyrouth. Autour d'une ruelle de Souanourier, je rentrais à droite dans une impasse d'où jaillissait un fort parfum d'encens. Du plafond, des rayons de lumière traversaient la voûte
et les volutes de l'encens qui brûlaient. Une atmosphère loin des bruits de la ville s'emparait de qui franchissait le pas de cette porte vers cette autre dimension. Ce mazar, une chapelle de dévotion et d'ex-voto, était dédié à la Vierge Marie Notre-Dame de la Lumière, Seigneur dont, évidemment, l'icône miraculeuse brillait à la lumière des cierges qui brûlaient. La vitre qui protégeait l'icône était constellée de pièces de monnaie de 5, de 10 ou de 25 piastres, qui, selon la légende, si elle adhérait à la vitre, était un signe vers l'accomplissement du vœu et de la demande faite à la Vierge. Je n'en ai jamais essayé. Par contre, un chant extraordinaire qui est celui de la Vierge et que j'ai écouté est resté en mémoire. Sur laquelle donnait cette chapelle portait le même nom bien sûr et était devenue un sou remplaçant la fontaine de l'évêque ou Belketeruntram qui dans un autre temps épanchait la soif du passant car bien sûr de soif il s'agissait, soif de spiritualité, soif de prière. Je revenais plus d'une fois à ce havre de paix et de contemplation avant que la guerre ne m'en interdise l'accès. C'est un lieu aujourd'hui reconstitué mais qui ne garde plus rien malheureusement de cette spiritualité d'alors, mais qui a peut-être l'avantage de continuer à exister physiquement. Quelques longues années plus tard, c'était en 2002, à l'occasion d'un voyage en Syrie, à l'invitation de mon ami Jean-Marie Megarbani. Dans les ruines de la basilique de Saint-Siméon, le Stylite, près d'Alep, je devais franchir un autre pas vers ce voyage intérieur. La couleur de la pierre était tellement lumineuse qu'elle paraissait irréelle et dans un édifice annexe, la basilique, se trouvait un baptistère cruciforme. Je suis désolé, mais la technologie a quelquefois quelques petites. Taillé dans le roc, où le baptisé doit passer en plongeant tout son corps dans l'eau. Mon second baptême, je l'ai reçu en descendant les marches de ce baptistère sans eau, où je faisais le chemin de tant de baptisés avant moi. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi, disait Jésus à son disciple Simon-Pierre, qui ne lui permettait pas de lui laver les pieds. Le prix à payer pour être plus près du Seigneur était tout simplement de faire partager la ténèbre que nous avons en nous, pour que la lumière purifie toutes les zones d'ombre de notre âme. Tu me demandes de te montrer toutes les poubelles de mon cœur et de te les donner pour faire plus de place en moi, plus de place pour ton amour. Le témoin de ce nouveau baptême, c'était le président de l'ordre de Malte, Marwan Zahir, avec qui cet autre après a été vécu intensément. Nous avons échangé comme si nous nous étions connus depuis toujours. Et Marwan m'a demandé de l'accompagner, ou d'accompagner en tout cas la délégation libanaise de l'ordre de Malte à Lourdes. Lourdes a été pour moi une autre révélation, celle du service, celle de l'attention sans limite, celle de la découverte du visage souffrant du Christ dans chacun des visages des malades et des pèlerins. Seigneur, tu pleures de toutes les blessures de ceux qui souffrent. Et de ces blessures-là, nous sentions véritablement le sentiment très fort. Être dans le monde sans faire partie du monde relativise et révise la qualité des relations entre soi et le monde. Ce monde que l'on a côtoyé pendant de si longues années, prendre la décision de l'engagement dans une fraternité monastique sans monastère, notre monastère étant bien sûr le monde dans lequel nous évoluons, mais auquel nous n'appartenons pas. Autant de questions, autant de défis, autant de points d'ancrage pour confirmer cette décision. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Tout est une question d'échelle, tout est une question de proportion.
et sans doute de mise à disposition de soi. Cette dernière phrase de Saint Jean-Baptiste a longtemps été une énigme pour moi. Bien sûr, au premier degré, la chose est simple. Jean-Baptiste doit s'effacer devant celui qui, dorénavant, va remplir sa mission messianique, Jésus. Il va demander à ses disciples de le suivre. Mais pour que la présence du Seigneur soit effective, qu'elle soit vécue à chaque mouvement de mon cœur, de mon esprit, il fallait aussi que ce que j'avais construit en moi pendant toutes ces années, en imaginant que c'était mon œuvre, que tout cela lui soit restitué puisque c'était son œuvre. Très jeune déjà, une devise m'avait interrogé. Laborare est orare, travailler c'est prier. Devise des moines bénédictins, principe célèbre de saint Benoît. Travailler c'est prier. Faire de sa vie un travail d'excellence, c'est faire de sa vie une très belle prière. C'était, sans en être totalement conscient, ce que j'avais essayé de vivre depuis mon plus jeune âge, à travers tous mes engagements professionnels, personnels, j'avais essayé de faire de ma vie et de mon travail une prière continue, étant convaincu que la beauté que l'on crée n'est autre chose qu'un visage. C'est le visage de la perfection de Dieu. Un peu comme en islam, l'arabesque géométrique est parfaite de construction, reflète la perfection divine. C'est le portrait de Dieu. Chaque fois que l'on regarde une arabesque, on est en présence de Dieu. Ainsi, l'abstraction de notre vie peut-elle tendre à la lumière de la perfection de Dieu. J'avais essayé d'être l'instrument de transmission de cette deuxième création que Dieu nous offre d'accomplir, en le plaçant toujours au centre de ce que l'on entreprend, par l'harmonie et l'amour que l'on y met, et cette relation d'amour entier, découverte à 17 ans chez le monial, revenait plus précisément en moi, pour qu'un nouveau choix de vie puisse être pris à côté de tout ce choix et de tout ce parcours professionnel. Quelques années plus tard, après une formation théologique et spirituelle, je prononçais mes vœux perpétuels de moine de l'ordre de Malte, que je suis jusqu'à aujourd'hui. Avant de conclure ce voyage, chers amis, j'aimerais parler d'un lieu au Liban qui, dès mon plus jeune âge, m'a enseigné le beau, m'a enseigné la proportion et la force de la foi. Je voudrais parler, bien sûr, de Balbec. J'ai découvert Balbec à l'âge de 6 ans, en 1959. Ça peut vous paraître assez extraordinaire, lors d'un concert de musique classique de l'orchestre de chambre I Musici di Rome. Mon père, ma mère, ma sœur et moi étions arrivés bien avant l'heure du début du concert pour que mon père puisse interviewer les musiciens pour sa chronique dans l'Orient du lendemain. Vous avez remarqué que Nagra est toujours là. Je rentrais dans Balbec comme dans un rêve éveillé, le Balbec de la démesure, Balbec à la seule mesure des dieux, le Balbec de la foi, cette foi incernable de ceux qui l'ont construite, Balbec de la révélation qui devait conduire ma vie, l'ordonner selon cette géométrie céleste, cette musique qui va du rythme à l'incantation, une cadence de silence et de son, de vide et de plein, d'ombre et de lumière, qui agit sur le temps, le compresse ou l'extend, qui agit sur l'espace, l'espace intérieur de chacun d'entre nous, le temps. Le temps est multiple. Je n'ai jamais cru en un temps unique, en une mesure unique du temps. Peter Brook disait « Je n'ai jamais cru en une vérité unique. Qu'il s'agisse de la mienne ou de celle des autres, je crois que toutes les écoles, toutes les théories peuvent être utiles en un certain lieu, en un certain temps donné. Mais je crois qu'on ne peut vivre qu'en s'identifiant passionnément et absolument à un point de vue. Toutefois, le temps passant, à mesure que nous changeons, que le monde change, les objectifs varient et le point de vue se déplace. Faire bouger les lignes. Ne pas avoir la volonté de tout changer, de tout détruire pour recommencer, mais faire simplement bouger les lignes. Jusqu'après cette aventure qui nous attend dans la vie, il s'agit simplement pour nous, et la plupart du temps,
de faire bouger les lignes. Après une nuit complète de pêche épuisante, sans avoir pris un seul poisson, Saint-Pierre, dans son panier de pêcheur, se moque de celui qui de la rive lui dit « Jette ton filet du côté droit de la barque ». Il hausse les épaules et se renfrogne. Pourquoi devrait-il jeter son filet à droite, lui qui, toute la nuit, a essayé de le jeter à gauche comme à droite, sans jamais prendre de poisson, mais en jetant son filet à droite. Il n'arrivait plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons, nous rapporte l'évangile de Jean. Savoir faire bouger les lignes sans heurts et sans violence. Bien souvent, la solution à laquelle on adhère le moins, mais c'est celle qui s'avère être la plus fructueuse. Le Liban que j'aime est celui des lignes que nous avons à bouger. C'est celui de tous ces parcours, de toutes ces spiritualités qui nous composent, celles que notre foi a construit. Notre appartenance à une religion n'est pas importante. Si nous prenons le temps de nous délester de ce qui nous encombre, et de la vie, et de l'esprit, et de l'argent, et du pouvoir, alors nous ne pouvons que nous rejoindre tous dans un lieu. C'est un lieu qui nous rassemble et qui est notre foi. Notre foi en ce lieu rare que nous avons mis en danger et qui est le Liban. Mais pour que cela soit, il faut résoudre tout ce que notre mémoire collective n'a pas su oublier. Ce n'est pas en pensant une plaie que le mal disparaît pour autant. C'est en cherchant la cause, à la racine de ce mal, qu'une guérison véritable peut être envisagée et qu'un avenir sain devient possible. L'un des principaux acteurs de l'unité italienne, Camillo Benso, comte de Cavour, nous rappelait en 1860 que les questions non résolues sont sans pitié pour le repos des peuples. Combien de questions libanaises sont restées sans être résolues au fil des siècles, pour qu'elles soient devenues aujourd'hui sans pitié pour le repos du Liban et pour le repos de son peuple. Il faut aussi qu'un peuple ait une âme. Il faut que les peuples aient une âme pour résister au bouleversement de son temps. Mais pour qu'une âme collective se dégage et s'affirme, il faut évidemment que l'âme de chacun se maintienne et s'élève. Les hommes sans âme feront un peuple. Les hommes sans âme feront un peuple sans âme. Comme le chêne, le cyprès et le cèdre, nous sommes attachés par des racines invisibles au sol qui a fait notre croissance. Tous les dépaysements peuvent venir. Ils resteront en nous la sève de la terre natale. Ce texte est tiré du plein chant de Michel Chirac, qui sont ses propos dominicaux de 1949, qui sont absolument extraordinaires. Et je termine en vous disant que le Liban que j'aime, c'est bien sûr l'ordre de Malte, au Liban. Cet ordre de Malte qui, après les structures allemandes, accomplit un travail de terrain jamais égalé au monde, au service du pauvre et du malade, pour que le Liban message, celui de Jean-Paul II, puisse perdurer, malgré vents et marées. Le Liban que j'aime, c'est aussi l'Académie libanaise des beaux-arts, qui est depuis sa création en 1937 un laboratoire permanent de recherche esthétique, de création artistique, de formation professionnelle, pour toutes les générations montantes et qui ont choisi d'aller plus loin dans le domaine de l'art. Le Liban que j'aime, c'est le Festival international de Baalbek, qui depuis 1957 porte haute les valeurs du Liban et n'a jamais hésité à mettre en lumière les valeurs sûres du monde artistique à l'international, mais qui ces 2 dernières années s'est lancé un merveilleux défi, et peut-être pour les années futures, celui de faire découvrir les acteurs de la nouvelle scène musicale libanaise qui représente la relève de demain, en mettant l'accent sur l'urgence d'une nouvelle alternative culturelle pour construire cet avenir. Un dernier texte qui dit à ceux qui partent pour oublier leur maison et le mur familier aux ombres, j'annonce la plaine et les eaux rouillées et la grande ville des pierres. Ils ne connaîtront pas, à part le fer et le jasmin des formes, la nuit heureuse de transporter les mondes, l'âge dans le repos comme une sève. Pour eux, nul chant, mais la rosée brûlante de la mer, mais la tristesse éternelle des sources. Ce texte
et dit par Georges Chiadé à tous les partants de ce Liban. J'arrive au bout de mon récit, au bout de ce voyage que j'ai voulu partager avec vous. Si je me suis attardé sur tous les souvenirs d'enfance qui sont remontés à la surface de ma mémoire comme une vague d'océan, comme la sève remonte dans le tronc d'un vieil arbre, c'est simplement pour vous dire mon amour du Liban, vous dire que je n'aurais jamais pu vivre toutes ces vies ailleurs qu'ici, vous dire que j'essaierai de continuer à servir cette terre qui m'a tant donné de joie et d'émotion. Alors, tous les dépaysements peuvent venir, la foi, comme tout sentiment amoureux, véritable, n'a pas de fin. La foi en ce Liban demeure. Merci. Merci de votre très grande patience et de votre superbe écoute. Merci. On n'a pas senti, absolument. Au contraire, c'était un déplacement. Attention jusqu'au bout. Moi, je voudrais remercier surtout la qualité littéraire, et puis vous dire toutes les senteurs, tous les parfums, toute la sensibilité, et vous dire que vous avez touché nos cœurs par la profondeur, par la spiritualité et par la beauté. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et venant de notre amie Myriam, tout ce qui vient d'être dit me touche au plus profond parce que justement tous ces parfums, toutes ces odeurs, tous ces bruits, tout ce que nous avons vécu, toi, à travers ta vie à Alep, qui est une ville, qui tu sais, ma deuxième ville après Beyrouth, et moi, eh bien, je pense que effectivement, tout cela, nous le partageons. Nous le partageons dans cet Orient qui est une exception. Que rares sont les personnes qui souhaitent comprendre combien cet Orient est ancré dans l'avenir du monde. Très rares sont les personnes qui, malheureusement, comprennent encore cette urgence de le garder intact. Merci. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Dans le passé et l'avenir, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que ce qui je pense, a été le but de l'exercice que j'ai fait. Je vous avouerai très sincèrement que je partais dans l'inconnu. J'ai navigué à vue. Je ne savais pas ce qui allait sortir de ce titre, le Liban que j'aime. Et je suis allé au plus profond. Et tout à coup, j'ai redécouvert des souvenirs qui m'étaient complètement, pas étrangers, mais qui étaient partis de ma mémoire, qui étaient sortis de ma vie et qui refaisaient surface. Et c'est dans ce sens-là que je comprends peut-être beaucoup mieux la cohérence aujourd'hui de tout ce que j'ai vécu depuis mon très jeune âge jusqu'à ce jour. Merci à vous, merci Brahim de m'avoir refait découvrir cette racine tellement profonde qui sinon n'aurait peut-être pas pu héberger dans cette mémoire tellement sursaturée que nous avons. Si tu me permets, mon cher Jean-Louis, je voudrais dire un mot. D'abord, personnellement, tu m'as beaucoup ému. Plusieurs fois, j'ai eu comme les larmes aux yeux. Je sais maintenant que il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Tout est présent. Et finalement, tu en es la démonstration. Cette infinitude de l'amour et de la foi. Mais cette infinitude aussi de l'amour du Liban.
cette sincérité dont tu as fait preuve. Au fond, c'est une autobiographie que tu nous as fait. Ce sera un moment absolument d'exception, un moment privilégié pour nous. Si tu permets, je vais faire en sorte que cette rencontre ne passe pas inaperçue. C'est un grand privilège que tu nous as fait. La quantité de détails et la profondeur de toutes ces réflexions, personnellement, m'ont transformé et m'ont instruit jusqu'à quel point encore je devrais approfondir ma foi. Merci. Merci. Merci, Jean-Louis. Moi, je voulais ajouter une dernière chose. Sachant que nous n'avons pas vécu cette époque en tant que jeunes, vous avez pu éveiller en nous les 5 sens et que même nos parents n'ont pas pu transmettre ces choses et éveiller les choses en nous. Et que les parents que je vois chaque jour et que j'essaye d'entendre pour savoir un peu plus à quoi ressemblait la vie antérieurement dans votre époque. Jamais j'ai pu recevoir les informations que vous avez pu me transmettre aujourd'hui, donc je suis vraiment touché par ce qui a été présenté, surtout que je suis de Ashrafi et je suis de là, donc j'aime à chaque fois reconnaître et apprendre à quoi ressemblait la vie, surtout ici. Et je suis vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout cela. Et comme l'a dit le professeur Najjar, je trouve que c'est un témoignage et une autobiographie que vous avez oui, comment on dit, vous avez exprimé. Oui, merci. Merci infiniment. Je me permets simplement de répondre. Écoutez, ça me touche beaucoup ce que vous me dites parce qu'on a l'impression que ce que nous avons toujours vécu a été partagé par tous. Et malheureusement, c'est quelque chose que, de manière, je pense, égoïste, nous gardons pour nous-mêmes. Cette période était une période véritablement bénie. Parce que nous n'avions pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Et nécessairement, les priorités d'alors prenaient d'autres proportions. La priorité essentielle était le bien vécu de chaque instant. Et le bien vécu de chaque instant transforme tout un univers que l'on a autour de nous. C'est cette intention qui fait que l'univers devient autre. Et je pense que si vous voulez faire l'exercice, je ne vous demande pas bien sûr de faire l'exercice que j'ai fait, vous n'avez pas vécu les mêmes années, les mêmes sentiments, les mêmes sens, mais vous pouvez revenir sur cette découverte des 5 sens à travers justement un travail de mémoire. Ce travail de mémoire peut être fait, il peut être entrepris par chacun d'entre nous, même si nous n'avons pas véritablement vécu ce temps. Et je vous engage à le faire parce qu'il est important qu'aujourd'hui, votre génération puisse être le nouveau témoin d'un passé révolu. Pour simplement construire demain, pas pour revenir sur le tassar al-wahad ala, pas du tout. C'est au contraire sur cette véritable assise, sur ce roc qui finit par être la véritable construction du Liban de demain. Et je pense que nous ne pouvons pas éviter ni ce que nous n'avons pas résolu, ni ce que nous n'avons pas vécu. Nous devons faire face à tout cela. Donc, notre passé. D'abord, je vous remercie infiniment de cette
exercice extrêmement difficile auquel vous vous êtes livré et où vous vous êtes dénudé finalement. Ah, totalement. Je ne vous remercie pas pour la nostalgie partagée de ces moments-là, parce que nous avons tous vécu ces mêmes moments. Mais je vous remercie pour le témoignage que vous avez apporté. C'est un témoignage fabuleux. C'est un témoignage que tout ce qui existe, fût-ce le plus beau temple de l'Antiquité, n'est rien, absolument rien, en dehors des questions que nous. Vous étiez là pendant 1h15 pratiquement à poser des questions. C'est vous qui vous exprimez, mais vous ne vous exprimez pas par vous-même. C'est l'esprit qui parlait en vous. Parce que toute question n'est qu'un dialogue entre le temps et le temps. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour oui, ce sont des questions que je me pose. Ce ne sont effectivement jamais des réponses que j'ai pu y apporter. Mais la seule réponse que j'ai, c'est ma foi. Et je pense que c'est la plus importante. Celle qui, en tout cas, depuis très très longtemps, a géré ma vie, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Mais en revenant vers les racines de mon enfance, je sais que ça remonte à très très loin. Et que cette foi multiple, comme je l'appelle, qui d'année en année allait d'église en église du quartier dans ce triangle des Bermudes dans lequel je me perdais et dans lequel je me retrouvais, en définitive, était véritablement la base à partir de laquelle tout ce que j'ai pu être par la suite, qui n'est pas grand-chose face à l'immensité et du temps et de l'espace, a pu exister à un moment. Merci Antoine. Finalement, vous avez dit au début de la présentation que votre histoire était banale. En fait, toutes les histoires peuvent paraître banales lorsqu'on n'a pas l'art et le talent de les exprimer ainsi. Donc tout était dans la façon de la narration, vous y avez mis toute votre âme, vous lui avez donné un sens et vous avez suscité, comme on l'a bien dit, le professeur Najat, beaucoup d'émotions. Et chacun s'est retrouvé un peu dans ce que vous avez dit. Donc, on vous remercie infiniment, c'était un moment exquis qu'on a pu suivre jusqu'au bout. Et c'est vraiment un art aussi de pouvoir captiver l'audience. Et nous étions toujours dans l'attente d'une suite, donc c'était fabuleux. Merci. Merci, et je remercie aussi le professeur Najat de m'avoir confié à cette réunion. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne cache pas aussi mon émotion et je sais toute l'estime que Tony vous portez et tous les liens d'amitié qu'il avait tissés avec beaucoup d'entre vous. Merci aussi de rester fidèle à son souvenir. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Déjà, je trouve que c'est magnifique ce que vous venez de dire et vous en parlez de manière très poétique. Et aussi, ce qui m'a marqué dans vos discours, c'est que c'est très rare de trouver des personnes qui sont touchées par les choses simples de la vie. Et vous en faites partie. Et je trouve qu'à travers votre présentation, vous nous avez vraiment montré votre simplicité intérieure, mais aussi que derrière toute simplicité se cache vraiment une part de beauté. Et c'est vraiment ça qui m'a touchée en fait. J'ai ressenti un peu tout ce que vous nous racontiez, comme si c'était moi qui vivais avec vous, et j'ai trouvé ça très beau de votre part de partager. Vous voyez, il n'y a aucune frontière lorsqu'il s'agit de sincérité. Il n'y a plus aucune frontière ni entre le temps, ni entre les expériences, puisque vous êtes toute jeune et que de mon grand âge, je vous fais vibrer en vous donnant tout simplement cette sincérité de mon propos. Je pense que le message est arrivé et j'en suis absolument heureux. Merci. Merci. Absolument. Je voudrais
rattacher, Maître Fanisienne. je voudrais rattacher la période de votre enfance et de votre adolescence que vous nous avez fait revivre avec la période actuelle pour essayer d'en sortir comment dire, pour essayer d'en tirer une leçon. Notre patriarche actuel, patriarche Rai, très souvent revient à cette période-là. J'ai eu le privilège d'être avec lui sur les mêmes à Jammour, sur les bancs de l'école pendant de nombreuses années, donc je l'ai connu de très près. Et très souvent, il dit qu'à cette époque, c'était une période bénie du Liban. Nous étions un pays qui était véritablement neutre par rapport à tout ce qui se passait dans la région. Et c'est pour ça que le Liban était prospère à l'époque et qu'il arrivait, les communautés étaient conviviales et donc il fallait revenir à cette période que vous nous avez fait vivre aujourd'hui. Donc cette période est très importante, je l'ai vécue, vous l'avez vécue, beaucoup d'entre nous ici l'ont vécue et elle est extrêmement importante pour que nous revenions aujourd'hui à cette période, ce Liban que nous aimons tous et que nous espérons, n'est-ce pas, à l'avenir, retrouver d'une façon ou d'une autre. Et merci de nous avoir fait revivre cette période-là. Merci infiniment. Effectivement, je suis très touché par ce que vous me dites. Je ne savais pas que le patriarche avait lui-même cette période-là en mémoire de manière aussi précieuse. Je pense qu'effectivement, l'exercice ne m'a pas arrêté, ni, comme vous l'avez constaté, ni sur les années de guerre, ni sur les années d'après-guerre, ni encore moins sur les années que nous vivons aujourd'hui. Cela n'a pas été un choix, ça s'est tout simplement imposé comme une évidence. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire ni sur le temps de guerre, ni sur le temps d'après-guerre. Nous devons construire sur ce qui était d'avant-guerre et qui était ce qui était le plus sain du Liban, pour que nous puissions aller de l'avant. On ne peut pas reprendre le temps de la guerre et tout ce qui s'y est passé. On ne peut pas reprendre le temps de l'après-guerre, tout ce qui a été tenté d'être construit. Aujourd'hui, pour véritablement envisager l'avenir, il s'agit de mettre des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus profondes. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que je me rends à l'évidence, effectivement, comme vous le dites, cette période qui avait été une période bénie du Liban doit être aujourd'hui reprise à l'exemple. Pas pour la refaire, simplement pour y mettre le socle de base du Liban de demain. Mais surtout pas pour la refaire. Parce que, bien sûr, ce serait aride et sans résultat. Bien sûr, bien sûr. Nous avons l'habitude de prendre une photo tous ensemble. Je peux dire un mot? Monsieur Bell, Jean-Marie. Jean-Louis, juste pour te remercier de ce partage que tu as fait. Tu as toujours su, te connaissant depuis de très nombreuses années, tu as toujours su sublimer tous les sens, que ce soit la vue, l'odorat, le toucher, tous les sens ont toujours été sublimés et tu as su y aller au plus profond de toi-même pour les sentir du plus profond de toi-même et tu as su aujourd'hui nous les faire partager. Et ce qu'on constate aujourd'hui et que tu as su sublimer de plus en plus, tu as fini par donner un sens à tous ces sens. Merci de la formule, elle est très heureuse. Merci à vous.